Donc, yorana tout le monde. Donc, moi, c'est Herehia. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter la biodiversité des rivières, en particulier sur les anguilles. D'abord, c'est quoi une vallée? On sait qu'une vallée, c'est délimité par les lignes de montagne. Et donc, lorsqu'il pleut, l'eau ruisselle et donc, ça donne nos rivières. Donc, ce qui rejoint la rivière à la mer, bien sûr, c'est l'embouchure. Donc, en milieu d'eau douce et d'eau salée, donc on appelle l'eau saumâtre. D'accord? En tout, il faut savoir qu'il y a 72 vallées. Mais donc là, j'ai bien délimité, il y a 46 vallées sur la grande île et 26 sur la presqu'île. Donc c'est quand même énorme. Donc l'importance de nos rivières, c'est quand même nos richesses naturelles. Je dis toujours ça à nos enfants. Pourquoi? Parce que ça nous apporte donc l'eau domestique et potable chez nous. Parce qu'en fait, on ne voit pas l'importance de nos rivières à chaque fois qu'on dit « ouais, on ouvre le robinet ». On se douche, on fait notre shampoing, on gaspille l'eau, on arrose les routes, mais on ne voit pas que grâce à nos rivières, en fait, on a l'eau chez nous. D'accord? Et bien sûr, ça nous apporte l'hydroélectricité. Donc, grâce à l'eau, en fait, on peut faire de l'énergie hydroélectrique. Donc, jusqu'à 40% justement par année, on peut créer donc de l'hydroélectricité. 5 à 10% grâce au solaire et jusqu'à 60% grâce à une énergie fossile qu'on appelle le pétrole. D'accord? Donc, on dépend vraiment du pétrole. C'est ça que je dis souvent aux enfants qu'en fait, on est en pleine transition énergétique. Donc, c'est quoi? C'est qu'on veut diminuer la part de pétrole, ne plus dépendre de ce pétrole, pour justement augmenter la part d'énergie renouvelable, qui est le soleil ou justement l'hydroélectricité. D'accord? Et grâce à 5 vallées sur 72, on peut produire 40% de l'énergie justement à Tahiti. Donc maintenant, moi, je suis ici pour vous parler donc qui habite dans nos rivières. On appelle surtout les espèces amphihalines. Donc c'est des espèces qui ont besoin de la vie en mer et de la rivière. Parce qu'il faut savoir que souvent ces espèces, c'était que des espèces marines avant. Donc elles habitaient qu'en mer et qu'en fait elles se sont adaptées toutes seules à nos rivières. C'est personne qui les a introduites. D'accord? Donc j'ai surtout parlé de 15 espèces amphihalines réparties en 5 familles. Donc on a 3 espèces d'anguilles. Je vais vous parler plus en détail tout à l'heure. On a une espèce de cocopou, 5 espèces de gobies. Donc, ce sont les N1 que vous mangez en beignet. Vous ne savez même pas quelle espèce vous mangez. 5 espèces de chevrettes, donc des crevettes d'eau douce. Et une espèce de natto. Il y a d'autres petites espèces, mais je vais plus m'orienter sur ces espèces. Donc, il faut savoir que les anguilles et les nattos, en fait, sont des espèces catadromes, c'est-à-dire qu'elles se reproduisent en mer et font leur croissance en rivière. Et les autres, les gobies, les chevrettes, les cocopous, se reproduisent en rivière. Ils pondent des œufs, ils vont pondre des larves. Les larves sont obligées de grandir en mer pour pouvoir grandir et devenir justement des juvéniles, donc des bébés. Et les juvéniles vont remonter la rivière pour effectuer leur croissance. C'est pour ça qu'on pêche souvent les N1 soit en pleine mer, soit à l'embouchure, tout simplement parce qu'ils reviennent justement de la mer. Donc maintenant, la chaîne alimentaire de la rivière, qui mange qui dans la rivière? Donc c'est l'anguille qui est le plus grand prédateur de nos rivières. Elle est même cannibale, donc elle se mange même entre elles. C'est vraiment la loi du plus fort dans la rivière. D'accord? Donc un dicton polynésien dit que s'il y a des anguilles, la rivière est en bonne santé. C'est parce qu'en fait l'anguille va se situer là où il y a de la nourriture, tout simplement. D'accord? Dans l'anguille, c'est quoi? Tout simplement, c'est un poisson de forme serpentiforme. Sa nageoire du haut rejoint sa nageoire du bas. C'est pour ça que c'est un bon nageur. Donc là, en passant d'anguilles à oreilles, les Puitaria, mais en fait, ce ne sont pas des oreilles, ce sont juste des nageoires pectorales. D'accord? L'anguille a bien des dents. En fait, elle a 200 microdents. Tous ces petits points blancs, ce sont ses dents. Mais c'est vraiment petit, ça agit comme une râpe, en fait. Ce n'est pas comme une murène, c'est vraiment plus pointu. Et la murène, il faut savoir qu'elle n'a pas de nageoire pectorale. Donc, c'est une espèce lucifuse, ça veut dire qu'elle fuit la lumière. C'est pour ça qu'on la trouve dans la rivière, sous les cailloux. Elle fuit la lumière. Si on voit des anguilles, en fait, pendant la journée qui sortent, c'est qu'elles sont domestiquées. Elles sont nourries, en fait, tout simplement. Donc, on va moins les trouver dans les substrats vaseux ou sableux. Donc maintenant, que mange l'anguille? Elle mange de tout, mais est-ce qu'ici, l'anguille est consommée? Oui, elle est consommée, mais ce n'est pas comme dans les autres pays où ça représente un mets gastronomique où elle est commercialisée. Ici, ils vont consommer l'anguille parce que, justement, c'est une ressource gratuite ou que c'est une habitude familiale, tout simplement.
Alors que dans les autres pays, ils en consomment, ils en commercialisent et ils n'ont presque plus d'anguilles, justement. Ils sont en voie de disparition. Donc en tout, il y a 19 espèces réparties dans le monde. Il y a les espèces tempérées et il y a les espèces tropicales. Il y a 2 types d'espèces, les espèces à nageoire longue, où la nageoire du haut va être plus longue que la nageoire du bas, et les espèces à nageoire courte, où justement elles auront presque la même longueur. Donc nous, on a 2 espèces à nageoire longue, donc Anguilla marmorata puip A, qu'on appelle l'anguille marbrée. C'est celle-là qui a 90% d'abondance chez nous en Polynésie française. Et l'Anguilla megastoma puimau A, l'anguille de montagne, qui, elle, justement, va plus se retrouver dans les hautes montagnes, jusqu'à 1200 mètres d'altitude, on l'a retrouvée, d'accord? Et en fait, elle va remonter surtout vers les montagnes car elle est prédatée par celle-là, d'accord? Elle est mangée justement par l'Anguilla marmorata. Et ensuite, il y a l'anguille à nageoire courte qui est l'Anguilla obscura puivari, l'anguille de vase, qui, elle, ne va pas remonter les rivières, elle va plus rester dans les eaux stagnantes, même dans les fapous, dans les caniveaux, elle est bien noire. Donc, pourquoi on se focalise surtout sur l'anguille? Pourquoi ici, en Polynésie, on parle beaucoup d'anguille? Parce que justement, c'est un symbole culturel. Grâce à quelle légende? Vous-même, je pense, vous la racontez aux élèves, la légende de Hina ou du cocotier. Grâce à la tête d'une anguille a poussé le premier cocotier. Donc, c'est vraiment la création de la vie. Et grâce à cette légende, justement, donc elle est protégée ici, elle est assez taboue. D'accord? Mais il ne faut pas oublier c'est un symbole écologique pour nos rivières. Donc, c'est-à-dire que si elle disparaissait, d'autres espèces pourraient faire disparaître d'autres espèces. Par exemple, le cocopo, qui est le deuxième plus grand prédateur, pourrait manger peut-être tous les chevrettes. Ça pourrait faire disparaître d'autres espèces. D'accord? Donc, l'anguille est vraiment très importante. Et il y en a qui aimeraient que ce soit un symbole économique. Parce qu'ici, elle n'est pas commercialisée. Mais ça commence, par exemple, pendant qu'il y en a qui vendent des INA, il y en a qui ont commencé à vendre des civelles. Les civelles, ce sont les bébés anguilles. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait vraiment surveiller. Il ne faudrait pas justement commencer à commercialiser et après on dit « Ah, mais on n'a plus d'anguilles chez nous, en fait. » D'accord? Parce qu'elle est très importante pour nos rivières. Donc, il faudrait déjà, que ce soit un symbole économique, il faudrait déjà commencer qu'il y ait une gestion, tout simplement. Donc, pourquoi, en fait, elle est spéciale? Pourquoi on parle beaucoup de l'anguille aussi? Ce n'est pas que pour le symbole culturel, mais parce qu'en fait, son cycle de vie est très spécial. C'est-à-dire qu'elle se reproduit en mer, l'anguille, d'accord, jusqu'à 1000 mètres de profondeur. Et justement, sur 19 espèces, on ne connaît que 7 espèces où elles vont se reproduire. Les Japonais ont été les premiers à capturer des reproducteurs d'anguilles avec des œufs, seulement en 2008, alors que ça a commencé les études en 1960, les années 60, d'accord? Et donc, elles vont passer toute leur vie dans la rivière, elles vont aller se reproduire, ensuite elles meurent après reproduction. Mais avant de mourir, la femelle va pondre jusqu'à 1 million d'œufs. D'accord? Les œufs vont éclore en plein océan et vont devenir des larves leptocéphales. Leptocéphales, pourquoi? Parce qu'elles sont en forme de feuilles, tout simplement. Donc, c'est comme ça. Et petit à petit, les nageurs ne sont pas encore formés, donc elles vont emprunter les courants marins pour se transformer en bébés anguilles, les juvéniles, qu'on appelle des civelles. Okay? On dit recrutement, ça veut dire qu'elles vont arriver dans la rivière. Là, par exemple, ce sont des civelles capturées à Papineau. Ensuite, les civelles, petit à petit, vont remonter la rivière et vont se pigmenter. Donc, elles vont prendre de la couleur. Regardez, on voit bien les yeux. Le rouge, c'est le cœur qui bat, tout simplement. Et ensuite, ces civelles vont entamer leur étape de montaison et de croissance. Donc, elles vont remonter la rivière et vont devenir des anguilles jaunes. Okay? Dès qu'il y a du jaune sur une anguille, ça veut dire que, justement, elles sont toujours en pleine croissance. Ensuite, cette anguille jaune va se métamorphoser en anguille argentée. Elle sera plus jaune, elle sera argentée, la nageoire va grandir, l'œil va grossir et va devenir également bleu. Donc, si vous voyez une anguille comme ça, ne surtout pas la boucher à la mer, parce qu'elle voudra aller forcément se reproduire. Donc, depuis 50 ans, il y a un déclin des espèces tempérées. L'anguille européenne, c'est la plus menacée. Même aujourd'hui, ils ont dit qu'elle est en danger critique d'extinction, jusqu'à 90% d'effectifs en moins depuis 50 ans. Donc, c'est quand même énorme, parce qu'eux, ils commercialisent, ils pêchent les adultes et ils pêchent les civelles. OK? Ensuite, il y a l'anguille de Nouvelle-Zélande, l'anguille japonaise et l'anguille américaine qui sont classées en danger.
Les neutres, par exemple, l'anguille marmorata, elle est moins concernée, mais elle risque d'être menacée si justement il y a toujours de la surpêche. Mais chez nous, heureusement que justement il y a ce symbole justement culturel. Et l'anguille mégastoma et l'anguille de vase, Puivari, en fait, on n'a pas beaucoup de connaissances sur ces anguilles. Donc on ne peut pas dire si elles sont classées justement en danger ou pas. Donc qu'est-ce qui pourrait justement les menacer l'exploitation économique? La surpêche, la perte d'habitat, la pollution des cours d'eau, l'infestation parasitaire, l'anguille Choracrasis. Donc en fait, ça, c'est un ver qui se situe dans la vessie natatoire de l'anguille et ça l'empêche en fait de nager, tout simplement. Il y a le changement climatique qui pourrait justement changer les courants marins. Et il y a les barrières physiques, les aménagements hydroélectriques par exemple, où justement j'ai fait ma thèse en 2014 pour voir l'impact des aménagements hydroélectriques sur les anguilles, notamment pendant 3 ans, depuis 2014. Avant, ils ont commencé une étude en 2012 dans la vallée Vehiria. Je vous ai dit qu'en fait, on a 5 vallées aménagées de barrages hydroélectriques. Donc, il y a Vehiria Amatea, Papeno, la plus grande vallée. Ensuite, à Papeari, il y a Veite et Titaviri, où ils disent le mont Machu Picchu, là, Titaviri. Et ensuite, il y a Fatautia, qui se trouve à Hitia, là où il y a les lavatubes. OK? Donc, on a étudié pour le moment 3 vallées. Donc, la vallée Vehiria, où on a mis en place le protocole. Ensuite, moi, j'ai commencé en 2014 dans la vallée Papeno, la plus grande vallée de Tahiti. Et seulement en 2023, on a commencé la vallée de Titaviri. Donc, il nous manque encore 2 vallées étudiées, mais pour le moment, on a des données pratiquement annuelles pour ces 3 vallées, en fait. Donc, nous, on s'est surtout situé donc, sur le recrutement, donc les civelles, parce qu'on voulait savoir est-ce que nos civelles, elles arrivaient tous les jours, en fait, justement, dans nos rivières ou pas. Et pour savoir, est-ce que justement nos vallées étaient vivantes? Parce qu'en fait, Maramanui était accusé qu'à cause des barrages hydroélectriques, il n'y avait plus de poissons, il n'y avait plus d'anguilles, tout simplement. À cause de nous, justement, les vallées, elles étaient mortes. Donc, on voulait vérifier ça. Donc, le recrutement des civelles, tout simplement, depuis 2014, j'ai mis pendant 3 ans, en fait, un filet à civelles qu'on appelle un verveux. C'est un grand filet qui fait 3 mètres de long. Et en fait, qui prélève les civelles donc pendant 3 ans, c'est-à-dire tous les jours, même le week-end, Noël, Nouvel An. Donc c'est ça la recherche. Hein. C'est se dire que justement, on le fait et que ceux qui disent que c'est faux, c'est pas possible. Là, je peux vous dire que je vous dis non, moi j'ai été personnellement, il n'y a personne qui peut me dire que c'est faux. Donc c'est ça la recherche, au moins on peut dire qu'on a les preuves. Et ensuite, après, on a eu une petite pause de 2017 à 2018 parce que j'avais effectué ma thèse. Et ensuite, c'est Virgile donc, qui est là, qui a pris le relais et donc a prélevé grâce donc, au verveux, au filet à civelles. Et en fait, grâce à lui, on a installé aussi une méthode, les habitats artificiels, d'accord, où on prélève également donc, les civelles. Et donc, grâce à ça, normalement, là, vous voyez qu'on a une belle base de données. On est en train de faire un partenariat avec le Muséum de Paris, où justement on va faire une publication scientifique. Parce que justement, la recherche, il faut beaucoup de données. Ce n'est pas un an qui va dire que ouais, c'est ça les résultats et ça se passe tout le temps comme ça en fait. Il faut évaluer plusieurs en fait, années avec plusieurs températures, plusieurs saisons et tout pour dire ok, ça se passe comme ça et quelles sont les conséquences tout simplement. D'accord? Donc on peut voir quand même qu'on a un beau recrutement et que chaque année, en moyenne, on capture 1549 civelles, mais après, c'est une moyenne, ok? Parce qu'en fait, là, on ne prélève que de novembre à mars. Pourquoi? Parce que pendant 3 ans, je me suis aperçue qu'on ne prélevait pas tous les jours, mais pendant la période de la saison des pluies, de novembre à mars, tout simplement. D'accord? Donc ensuite, pour quelques civelles, on a analysé les otolithes. Les otolithes, ça sert à quoi? C'est un petit cristal qui se trouve dans l'oreille interne pour savoir l'âge d'un poisson. Là, c'est de l'ordre du nanomètre. Donc, j'ai coupé la tête de la civelle. Je ne fais pas sur les grosses anguilles. OK? C'est pour la recherche. J'ai prélevé pour quelques civelles. Je coupe la tête. Je prends dans l'oreille interne un petit cristal. J'ai zoomé et je rezoome. Un trait, c'est 1 jour de vie. J'ai un logiciel qui me dit justement combien il y a de traits.
En gros, on voit qu'en fait, on a entre 50 et 90 jours, voire jusqu'à 120 jours, justement, l'âge des civelles. Alors que, par exemple, en Europe, ils mettent pratiquement 6 mois, 1 an pour arriver jusqu'aux rivières. Et même une publication juste avant a prouvé que, justement, nos civelles, elles naissaient, en fait, pas loin de la Polynésie. Donc, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est quoi? C'est prendre plusieurs civelles dans plusieurs archipels. Donc, c'est peut-être ça qu'on voudrait faire plus tard, pour justement voir justement le plus proche, l'âge le plus proche, pour savoir où justement elles vont réellement pondre en fait. Pour la méthodologie d'inventaire, pour savoir est-ce que nos rivières elles sont vivantes, on utilise la méthode de la pêche électrique. C'est la méthode la plus efficace justement pour pouvoir inventorier les espèces des rivières, pour savoir qui habite dans nos rivières tout simplement. Donc c'est quoi? En fait, je mets du courant électrique dans l'eau. C'est comme si j'avais une raquette électrique pour moustiques. Bon, moi, bien sûr, j'ai une combinaison pour me protéger, parce que sinon, je vais recevoir le jus également. Donc, bien sûr, c'est une méthode non dangereuse où j'ai été formée par l'ONEMA, donc directement en métropole. Et on n'est que 2 seuls en Polynésie à pouvoir utiliser cette méthode, moi et Virgile, tout simplement. On n'est que 2 en Polynésie à pouvoir utiliser cette méthode. Tout le monde aimerait, parce que vous mettez la machine, toutes les chevrettes vont sauter, les anguilles vont se retourner, tout le monde aimerait cette machine. Mais là, il y aurait beaucoup de braconnage, alors que nous, c'est vraiment pour la recherche, d'accord? Donc, ça fait un courant électrique dans l'eau, où en fait, les espèces sont attirées par ce courant et sont tétanisées, d'accord? C'est comme si vous recevez du jus, vos muscles sont contractés, en fait, d'accord? Ben, eux, c'est pareil. Donc, nous, on fait de la pêche électrique dans 23 stations dans la Papineau, en amont et en aval des barrages. Amont, bien sûr, vous pensez à la montagne, donc c'est avant, et aval, c'est après, d'accord? Ça, par exemple, c'est Tahino, le plus grand barrage de Tahiti, ok? Où vous voyez Farihapé, je ne sais pas si vous voyez à Papineau, ben, c'est celui qui est situé juste en amont de Farihapé. Donc, c'est vraiment le plus grand barrage de Tahiti. Ensuite, là, c'est un captage d'eau qu'on appelle Maroto, parce que tout le monde dit que c'est la vallée Maroto, mais non. Maroto, c'est juste ça, mais tout ça, c'est la vallée Papineau. OK? Donc ça, c'est le captage Maroto, où on met des grilles, c'est au fil de l'eau, où ce n'est pas un barrage qui fait un stockage d'eau, c'est plutôt, en fait, il y a la rivière, on met des grilles, et en fait, l'eau coule dans les grilles, et en fait, ça amène à la centrale. Il y a les mêmes captages, par exemple, pour l'eau domestique, pour l'eau potable. D'accord? Mais c'est la Polynésienne des eaux, les communes, qui justement utilisent ces captages. D'accord? Nous, c'est vraiment juste pour l'hydroélectricité. Et ensuite, là, une de nos centrales, la plus basse, où il y en a qui sont venus nous visiter, normalement, où on reçoit les écoles ici, où justement, on capte l'eau des barrages, on produit ici l'électricité, et on la rejette ici, on ne garde pas cette eau, d'accord? On la rejette et ça rejoint la rivière principale, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on les capture? Je ne sais pas si vous avez déjà touché des anguilles, c'est compliqué de les manipuler, donc on les anesthésie avec de l'essence de clou de girofle, d'accord, qu'on appelle de l'eugénol. On les pèse, on les mesure. Quand on mesure 3 distances, ce qui nous permet de calculer un ratio qui nous permet de dire quelle espèce c'est. Ensuite, on mesure le diamètre de l'œil, on mesure la nageoire. Pourquoi? Parce qu'on aimerait en fait mettre en place un indice d'argenture. C'est-à-dire qu'en Europe, en Amérique ou au Japon, ils savent en fait à partir d'un diamètre de l'œil ou d'une longueur de la nageoire, à partir de quand elles vont descendre pour aller se reproduire. Nous, on ne sait encore rien du tout en Polynésie. On sait juste quand elles arrivent, mais on aimerait plus savoir quand est-ce qu'elles descendent, elles dévalent en fait la rivière pour aller se reproduire tout simplement. Et ensuite, on les marque à la puce électronique. D'accord? On met une puce électronique, mais ce n'est pas une puce GPS, c'est-à-dire qu'on ne saura pas dire « Ah ben celle-là, elle bouge ». D'accord? Il faut recapturer avec un lecteur pour savoir est-ce qu'on l'a déjà capturé ou pas. C'est un marquage de capture-recapture. Et ensuite, on la relâche au même endroit où on l'a capturée. Parce que si on la relâche ailleurs, en fait, on ne saura pas exactement si on l'a capturée au même endroit. D'accord? Donc, il faut savoir que là, ce sont les anguilles et là, les autres poissons.
D'accord? Là, c'est la vallée Papineau, bien sûr. Et en fait, on voit que plus on remonte la rivière, plus il y en a moins. Parce que justement, les anguilles se reproduisent en mer, mais ils font leur croissance en rivière. Et en fait, on s'aperçoit que même dans les autres publications, que justement, dès qu'elles remontent la rivière, dès qu'elles trouvent un endroit préférentiel, elles vont y rester toute leur vie jusqu'à aller se reproduire en mer. Et c'est tant mieux qu'elles ne soient pas obligées de remonter les rivières, parce que justement, après, elles doivent retourner en mer pour aller se reproduire. D'accord? Mais si elles remontent les rivières, justement, là, on voit que là, il y a notre premier barrage. Donc, elles arrivent à remonter. Et on voit qu'elles arrivent de moins en moins. D'accord? Elles ne sont pas obligées de remonter jusqu'en haut, mais on voit quand même qu'il y en a qui n'arrivent pas en fait, à remonter certains barrages et certains captages. Parce que justement, on est en train d'étudier la continuité écologique avec Virgile et Mathieu qui sont là présents pour nous aider à aider en fait, ces poissons à remonter ou à descendre tout simplement nos captages ou barrages. D'accord? L'espèce qu'on est en train de bien regarder, c'est l'anguille mégastoma. Donc, Puymora, l'anguille de montagne, parce qu'elle va forcément vouloir aller en haut. Donc, celles qui sont en haut, on est en train de voir leur population pour voir déjà si elles arrivent à descendre. Parce que je ne sais pas si vous avez vu nos barrages. Peut-être qu'elles arrivent à monter lorsqu'elles sont toutes petites, mais lorsqu'elles descendent, avant, il n'y avait pas de passe à poissons. D'accord? Lorsqu'ils ont fait les barrages, comme on dit, ils sont fichés de l'environnement. Donc, il n'y a pas eu de passe à poissons qui sont créés. Donc, nous, on est en train de vérifier si justement ces populations, est-ce qu'elles sont complètement bloquées, est-ce qu'elles pourront descendre. Déjà, on ne sait même pas combien de temps elles restent dans nos rivières. Par exemple, en Europe, elles vont rester jusqu'à 30 ans en rivière. Ensuite, elles vont aller se reproduire en mer. En Nouvelle-Zélande, ils ont déjà eu une à 100 ans. Donc, il faudrait déjà savoir jusqu'à quel âge elles restent dans nos rivières. D'accord? Mais c'est vrai que dans certaines campagnes de pêche, on trouve des anguilles argentées ici. Donc, on se demande est-ce qu'elles arrivent ou pas à descendre. C'est vrai que c'est un petit effectif par rapport à tout ce qu'on pêche en aval, mais il ne faut pas quand même les sacrifier, quoi. Donc, on est en train toujours d'étudier ça. Et les autres poissons, en fait, on voit quand même qu'ils arrivent à remonter. Bon, eux, ils ne meurent pas après la reproduction. Mais maintenant, c'est par rapport aux larves. Parce que les larves, en fait, comme je vous ai dit, elles sont obligées d'aller en mer pour grandir. D'accord? Si justement elles ne vont pas en mer grandir, elles vont mourir en rivière. Donc, est-ce que les larves, elles arrivent de là jusque là? Normalement, c'est 48 heures pour aller en mer. Donc, ça aussi, il faudrait étudier tout ça, quoi. Donc, on voit quand même que c'est une vallée vivante d'espèces amphihalines. Donc, c'est pour dire que même si il y en a qui sont complètement hauts, on voit quand même que c'est des vallées vivantes. Okay? Dès qu'on met la machine, c'est super vivant. Ce n'est pas parce qu'on ne voit rien qu'il n'y a rien, tout simplement. D'accord? Et certaines anguilles arrivent à passer les aménagements, surtout parce qu'en fait, elles utilisent la reptation. L'anguille peut vivre une dizaine d'heures hors de l'eau. Elle arrive même à ramper sur la terre hors de l'eau. Okay? Mais il faut que ce soit vraiment humide. Parce que si jamais ce n'est pas humide, en fait, je ne sais pas si vous avez déjà touché une anguille. En fait, elles produisent un mucus, ou c'est gluant, qui lui sert en fait de ramper en fait, sur la terre, tout simplement. Donc maintenant, pourquoi on met une puce électronique? Donc les puces électroniques, on a mis à partir de 2015 jusqu'à l'année dernière. Ça, c'est que pour la vallée Papineau. On a déjà pucé 1303 anguilles. Donc c'est quand même énorme. Et ça, c'est celle de moins de 25 cm. Donc en gros, on a déjà pêché environ 2000 anguilles, quoi. Et on a eu 250 anguilles de recapture. Donc, on a quand même un pourcentage de 19% de recapture. Mais on voit que celles qui sont recapturées, elles sont toujours recapturées au même endroit. Donc, comme les publications scientifiques le disent, en fait, dès qu'elles trouvent un endroit préférentiel, elles y restent tout simplement. Jusqu'à ce qu'elles se disent « Ok, ben, je vais me reproduire » et ensuite, elles sortent de la rivière. Mais c'est pour ça qu'il ne faut jamais boucher le lien entre la mer et la rivière. Ça, c'est très important. Par exemple, il y en a qui m'ont déjà appelé pour me dire « Ouais, il y en a qui ont des bassins d'anguilles et qui disent qu'ils se sont fait voler leurs anguilles. » Mais non, tout simplement, c'est qu'à un moment, l'anguille est partie se reproduire en mer. Donc ça, c'est très bien. Okay? Pourquoi c'est bien la puce électronique? Parce qu'en fait, avant la puce électronique, avant, je mettais la couleur acrylique. Par exemple, sur 1303 anguilles pucées, je n'ai pas 1303 couleurs. Donc, la puce, c'est très bien. Parce qu'en fait, ça me dit, par exemple, pour cette puce, je l'ai pucée, elle s'appelle 101, 136, 69. Je l'ai
Puis c'est le 16 mars 2015, dans la station 13, et je l'ai recapturé le 14 septembre 2020. OK? Ça me donne vraiment des données en fait, de croissance, de savoir combien peser, combien mesurer, combien son œil mesuré, combien sa nageoire est mesurée. Donc, on a vraiment des nouvelles données de croissance, d'argenture et de déplacement, tout simplement. En fait, on sait plus de choses sur nos poissons de rivière, parce que je trouve qu'on parle surtout de la mer, mais il ne faut pas oublier que ce qui est dans la rivière va dans la mer, tout simplement. D'accord? Donc, en perspective, dans les prochaines années, normalement, on va s'attaquer à la vallée Veyté. Et ensuite, la vallée Fatotia, on va essayer de la faire. C'est vrai que c'est plus compliqué, la vallée Fatotia. Je ne sais pas si vous avez déjà été au Lavatube, mais quand vous prenez cette route, on ne voit jamais la rivière. Donc, ça va quand même être compliqué, mais on va essayer quand même de la faire. On va continuer la communication autour de ce sujet. Et surtout, je fais toujours passer le message qu'il faut préserver nos rivières. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est grâce à ça qu'on a l'eau chez nous, et qu'il y a des poissons, justement, qui vivent dedans également. Donc, voilà notre record. 1,98 m pour 19,6 kg. Et pas domestiqué, hein. Donc, voilà, merci. Je voulais juste savoir si vous aviez des données sur des vallées dans lesquelles il n'y a pas de barrage, pour pouvoir faire une comparaison de l'impact. On avait été dans la vallée Potiaï, en fait, qui est située juste à côté de Vehiria, parce que pendant la thèse, en fait, on voulait comparer justement deux vallées qui étaient similaires, mais sans barrage. Et on voit qu'en fait, on a à peu près les mêmes populations aux mêmes altitudes. Voilà. C'est juste que le natto, par contre, remontait plus haut, parce que le natto, en fait, il ne peut que nager. Il ne saute pas, etc. Donc, s'il n'y a pas de passe, il ne va pas pouvoir remonter. Donc, c'était plus le natto qui était plus jusqu'à 200 mètres d'altitude, voire un peu plus, dans la vallée Potiaï. Que par reptation pour l'anguille, c'est ça? Ouais, l'anguille, franchement, elle va partout. Par exemple, même à Punaru, je ne sais pas si vous avez vu, il n'y a pratiquement pas d'eau des fois. Parce qu'en fait, il y a un captage d'eau qui est capté par la mairie. En fait, nous, on appelle ça un débit réservé, où en fait, on ne prélève que 90% de l'eau. On laisse passer 10% de l'eau sur les captages. Eux, ils prennent 100% de l'eau. C'est pour ça qu'il y a pas d'eau en fait à la Punaru. Il y a de l'eau que quand il fait pas beau en fait, parce qu'ils ferment le captage quand l'eau est trop turbide, d'accord? Même les anguilles en fait, avant le captage, c'est super vivant. Donc même elle passait sur le côté en fait. Donc voilà. Et du coup, je rebondis. Comment ça se fait alors à ce moment-là qu'à la Punaru, on prend les 100% et pas 90%? Ben, demande à la commune. Ok, c'est des règles, c'est des lois qui sont liées à. Parce qu'en fait, la nous, gestion, on gère en fait. que les vallées qui sont aménagées de barrages hydroélectriques. Sinon, dans les autres vallées, par exemple sur les 72, nous, on gère que 5 vraiment où il y a nos barrages hydroélectriques. Sinon, les autres vallées, il y a des captages de la Polynésienne des eaux, les captages de la commune, pour l'eau domestique dans les maisons. Là, c'est eux qui gèrent ça. Parce qu'en fait, nous, ici, il n'y a pas de code de l'environnement. Oui, c'était la question. Qui est comme en fait en métropole, qui exige justement ce débit réservé. Okay. D'accord? Nous, on a notre code de l'environnement polynésien. Et il n'y a personne qui vient nous dire, en fait, vous êtes obligé de laisser 10% de l'eau, en fait. C'est nous, parce qu'on fait partie du groupe NG, où on se dit, on va suivre les normes européennes, tout simplement. J'espère que ça va changer. Du coup, j'avais une question par rapport justement à la réputation. Ça du coup, ça m'a choquée. Je ne savais pas. Et du coup, c'était pour savoir si justement les constructions telles que les barrages hydroélectriques étaient justement la cause de cette évolution ou pas? Par rapport à cette caractéristique qui est du coup, la réputation de l'anguille. Non, l'anguille, elle va aller là où elle veut, en fait. Hein. Okay. Tu veux dire d'aller en mer se reproduire? Si c'est une adaptation ou pas En fait, toutes nos espèces qui habitent dans nos rivières, elles se sont adaptées toutes seules à nos rivières. Toutes seules, en fait, tout simplement. Les gobies, les NA, avant, c'était que des espèces de mer. Et elles se sont adaptées toutes seules. Les chevrettes, pareil, pour ne pas être prédatées en pleine mer, tout simplement. Parce que l'anguille, en fait, c'est le plus grand prédateur dans nos rivières, mais si elle va en mer, elle est prédatée. Hein. Voilà. Alors moi, ma question, c'est pour savoir, quand vous avez fait les tests de CMR, capture, marquage, recapture, tu avais dit que les anguilles, elles étaient territoriales et que du coup, elles restaient à un endroit. Du coup, par rapport à l'estimation de la population, comment vous avez fait? Parce que normalement, ça doit s'homogénéiser dans le milieu lorsqu'on fait le test CMR.
Du coup, comment est-ce que vous avez fait pour contourner ça? Nos 23 stations, on les pêche tous les ans de la même façon. C'est-à-dire, quand on fait une station, on mesure d'abord la largeur en fait, de la rivière. Okay, et après, on multiplie par 20. Et en fait, tout dépend de la distance. Mais souvent, on peut faire 600 mètres une station. Mais on va tout le temps faire la même station pour pouvoir comparer. Parce que si on fait d'autres distances ou d'autres stations, ben, on ne pourra pas comparer d'une année à l'autre, en fait. Okay, on n'aura pas une vraie base de données. Tout simplement. Ça, la recherche, il faut tout le temps faire la même chose, en fait. Merci. Et du coup, ma deuxième question, c'est... Bon, là, vous avez étudié surtout des rivières qui sont exploitées. Oui. Qu'est-ce qu'il en est des vallées naturelles qui ne sont pas impactées? Et du coup, est-ce que la population d'anguilles peut être suffisante dans ces vallées-là, sans compter celles qui sont exploitées? On a fait 4 pêches à la vallée Potiaï. On a obtenu pratiquement la même chose, sauf le natto, où on le trouvait un peu plus haut. Mais au niveau de l'anguille, c'était pratiquement le même effectif. Mais on voit qu'en fait, nos populations d'anguilles et même d'autres poissons, ils ne sont pas en danger, en fait. Hein. On en trouve beaucoup. Parce que ce n'est pas commercialisé, en fait. Mais je pense qu'il faudrait continuer encore nos études pour savoir, en gros, si encore ça va diminuer au niveau de l'effectif. Mais par exemple, on sait très bien quand est-ce qu'elles arrivent de la mer, l'effectif, en fait, qui arrive de la mer tous les ans. Alors moi, j'ai juste une question. Merci. C'est par rapport à l'estimation de l'âge de l'anguille, la plus grosse anguille que vous avez trouvée, là, elle peut vivre jusqu'à... On ne sait pas. Vous savez pas? En fait, on ne l'a pas tuée. Parce que si on veut savoir son âge, il faut la tuer. Ah, ok. Donc nous, on n'est pas prêt à tuer les grosses anguilles. En fait, on tue que les petites civelles pour la recherche, pour savoir à quel âge elles arrivent. Mais pour savoir l'âge d'une anguille, il faut la tuer. Donc on dit qu'on la protège. Donc ça va être compliqué de dire qu'on va tuer les grosses anguilles. Mais en fait, on a pensé, parce qu'il y en a qui la consomment ici en Polynésie. Ben non, à Papineau, j'ai déjà travaillé avec des collègues en fait, qui pouvaient manger ça toutes les semaines. Okay, donc peut-être ils mangent ça comme des memhei en fait, hein, tout simplement. Ils capturent, ils congèlent, ils coupent comme un memhei. Et en fait, c'est qu'ils capturent, qu'ils nous prennent la tête. Donc ça, ce sera plutôt pour nos perspectives. Voilà, pour plus tard. Mais nous, on ne va pas les tuer. Alors moi, j'ai une question sur le trajet dans le cycle de vie d'une anguille. Dans le trajet, parce qu'elles sont consommées ailleurs. Ah oui. C'est grand. En fait, les nôtres, l'anguilla marmorata, c'est une espèce indo-pacifique. On la retrouve aussi ailleurs. Mais en fait, des études ont prouvé qu'il y a plusieurs populations de plusieurs en fait, pays. Par exemple, les nôtres, ça va que être pour les nôtres. D'accord? Mais non, ce n'est pas celles du Japon qui vont venir jusqu'en Polynésie. Okay? Il y a des subpopulations, en fait, de populations, tout simplement. Par exemple, l'anguilla megastoma et puivari, en fait, eux aussi, c'est plutôt des espèces pacifiques. Donc, on les trouve aussi ailleurs, mais ce n'est pas les mêmes populations que les populations polynésiennes. Mais nous, on ne sait pas du tout. Elles ne se mélangent pas? Non, Okay. apparemment. Ben déjà, les études otolithes ont prouvé qu'en fait, c'est plutôt, elles vont pondre en pleine Polynésie française. Les nôtres. Hein. Dans la ZEE. Ok. Donc nous, on aimerait aussi découvrir. Hein. Moi, j'avais une question sur tes données quand tu as pucé tes civelles. Du coup, la variation qu'on constate à la fin, c'était lié au climat? Vous avez fait un lien avec le climat? D'une année à l'autre, ça peut varier selon le climat. On s'est dit, entre El Niño et La Niña, ça peut être différent, la rotation des courants marins. Mais en fait, on s'est dit aussi que justement, par exemple, là, ça arrivait plus tôt. Est-ce qu'avant novembre, elles ne sont pas déjà arrivées? Est-ce que notre bonne période de novembre à mars seulement, est-ce qu'avant et après, elles ne sont pas aussi arrivées? Donc, on ne sait pas. On a mis en place ces saisons-là où on va que étudier en fait, ces mois-là, tout simplement. Et du coup, ça peut être expliqué par rapport au décalage qu'il y a pu avoir au fil des courants années, marins ou du changement climatique, ouais. Parce que, par exemple, tu vois, l'année dernière, 2023-2024, on a reçu beaucoup, quoi. Tu vois. Mais après, il faut dire que le verveux, on le met que sur 1/5 de l'embouchure, hein. OK? Parce qu'il n'est pas aussi grand. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu une crue à Papineau. Ça craint. Virgile, lui, il l'a vu. Hein, il a déjà vu des fois se faire emporter le filet ou même lui-même. Donc voilà, c'est assez compliqué. Mais tu vois, déjà là, on reçoit quand même pas mal pour 1/5 de l'embouchure et quelques berges, quoi, avec les habitats artificiels. C'est pas comme dans les autres pays, quand même,
Où là, dans mon front, j'ai lu là, un article là, daté de fin d'année dernière, où ça ne soit que 2% du stock par rapport à avant, quoi. C'est complètement dramatique, en fait. J'ai une deuxième question ensuite. C'est sur la répartition de tes espèces. Oui, alors en fait, là, c'est un mélange de tout, mais celle qu'on reçoit le plus, c'est vraiment Puipa. On est à peu près à 90% d'abondance à chaque fois. C'est vraiment celle où on reçoit le plus dans nos rivières. Sur ta carte, la répartition des espèces. Voilà, en fait, là, par exemple, l'Anguilla obscura, on l'a vu que en bas. Okay, parce qu'elle, comme j'ai dit, elle préfère les eaux stagnantes. Elle ne remonte pas vraiment la rivière. Celles qu'on voit à l'Anguilla Megasoma Puimoa, va plutôt se retrouver en haut. Celles qu'on retrouve en bas sont très petites. Okay? Donc, forcément, elles vont remonter parce qu'on sait qu'elles sont tellement prédatées par Puipa qu'elle va forcément remonter. Ouais, du coup, elle fuit. Elle fuit finalement l'autre espèce. Quoi. Elle va se réfugier. Voilà. C'est vraiment elle qu'on vérifie est-ce qu'elle est en train de diminuer ou pas. Parce qu'elle va forcément remonter les aménagements, mais est-ce qu'elles peuvent descendre les aménagements? Ça, c'est un problème. Voilà. Merci. Merci.